Sommet et Collet, le balado du 1er juillet 2022. Un coup de foudre, ça arrive vite, ça arrive sans qu'on s'y attende et ça peut arriver à n'importe qui. Mon invité l'a appris à ses dépens. Il est un jeune randonneur, jeune d'âge certainement, mais aussi nouveau sur les sentiers depuis à peine 4 ans. Mais le sport l'a avalé et c'est devenu une véritable addiction de laquelle il ne peut plus se passer. Alex Borgia. Sommet et Collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut, tripeux de rando, content de te retrouver pour ce 10e balado régulier. Juillet est là, le mois des vacances, ça sent les burgers sur le barbecue. Le temps du repos, bien mérité pour plusieurs, mais certainement un beau mois de rando au calendrier. Les moustiques se calment un peu, profites-en. Et pour ça, j'ai le goût de te lancer l'invitation à découvrir un parc régional du Québec, près de chez toi. Comme ça, tu vas éviter la facture d'essence salée qui t'attend dans le détour si tu n'as pas de voiture électrique. Des parcs comme ça, il y en a plus de 70 au Québec. Et dans le cadre de la saison 3 d'Alexis le Randonneur, qui débute le 2 juillet à TVA Sport, je vais t'en faire découvrir une dizaine. Certains sont de véritables trésors qui n'attendent que toi. Pour t'aider à les trouver, va sur le site aventurequebec.ca. Tu descends un peu sur la page d'accueil et tu vas trouver un rectangle titré Parcs régionaux du Québec. Clique là-dessus et tu vas trouver Parc à ton pied, je te le garantis. Le mois dernier, je t'ai glissé mot sur ma bière qui prenait d'assaut les tablettes des vendeurs de bière de microbrasserie au Québec. L'après-rando. C'est une nano IPA dont je suis bien fier. Une belle collabo avec Farnham Ale and Lager. Et justement, dans le segment Collet aujourd'hui, je reçois le brasseur Gabriel avec qui j'ai travaillé pour y arriver et on vous jase du processus de création. Elle est vraiment bonne. On n'a que des commentaires positifs. Tu vas l'aimer pas mal. Je suis certain de ça. Je t'invite encore une fois à m'écrire si tu as des suggestions commentaires sur des sujets matériels, invités ou autres à alr@alexislerandonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, @Alexis le Randonneur. Très facile. Dans le présent balado, mon invité va nous jaser de sa passion enflammée pour la randonnée. Elle est arrivée, disons, subitement. Elle va nous raconter comment c'est arrivé et comment s'en est suivi aussi de multiples sorties et va en parler de ces randos-là qu'il a aimé et aussi réalisé au Québec. Tu le sais, je l'ai déjà mentionné, j'aime faire connaître des randonneurs qui s'illustrent sur le web de différentes façons, notamment sur les médias sociaux. On est tous là autour de la même passion et je trouve ça fantastique qu'on en profite tous. Il a 29 ans, il est originaire de Saint-Raymond, il habite maintenant Québec et au quotidien, il travaille comme représentant chez PepsiCo. Alex Borgia, salut. Salut. Ça va bien? Ben oui, toi. Écoute, on va jaser ensemble aujourd'hui de sentiers qui t'ont marqué au Québec, que tu as réalisé. Mais d'abord, parlons de ton coup de foudre. Comment tu as connecté avec le plein air au départ et surtout avec la randonnée? Qu'est-ce qui est arrivé il y a 4 ans? Oui, dans le fond, moi, je viens de Saint-Raymond. Fait que j'ai commencé par la Vallée-Bras du Nord à connaître, à faire les petits sentiers qu'il y avait là-bas, basic. Et puis après ça, j'ai vu des photos de l'acropole du Draveur. Oui. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer des plus grosses montagnes. Donc, j'ai commencé par l'acropole du Draveur en 2019. Un classique. Ouais. J'ai commencé raide, disons, comme un bon amateur. Je suis arrivé là avec ma gourde, pas de sac à dos, avec mes souliers Adidas, puis j'étais prêt à monter, fait que j'ai monté ça. J'ai pogné tout de suite la piqûre en arrivant en haut, la vue que ça me donnait, puis tout de suite après ça, j'ai commencé à acheter mon équipement pour faire de la vraie rando tout le long. OK, donc quand on parle de coup de foudre, c'est vrai, là. Oh oui. Ça n'a pas été long. Donc, tu es monté au sommet, tu as eu cette vue-là, tu as eu une émotion, le frisson, et là, tu t'es dit, wow, je veux revivre ça le plus vite possible.
Et là, t'es descendu, je n'aurai pas de magasin, mais t'es descendu en grande surface. C'est pratiquement ça, un petit peu de pré-magasinage en ligne, puis t'as acheté ton stock. Ouais, c'est en plein ça. Je pense que le lendemain, j'allais dans un magasin, puis j'achetais mon premier sac, mes premiers souliers, mes premières bottes. Quand même. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Dans le coin de Cérémon, il y a quand même pas mal de vélos de montagne, entre autres aussi. Ouais. Faisais-tu d'autres sports ou pas du tout? Non, ben je jouais un gars de motocross? J'étais un gars de soccer. Un gars de soccer, j'ai joué depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Sauf que sinon, je faisais du vélo, un petit peu de vélo de route, mais pas ben. Puis c'est ça. Je faisais comme les petits gars de rang, puis je chillais avec mes amis. Okay. J'étais pas trop sportif, à part le soccer. Parfait. Donc, c'est pas quelque chose qui venait de tes parents ou que tes parents t'avaient fait découvrir non plus pour qu'il y ait un retour à ça. C'est vraiment de par toi-même. Ouais. Tu t'es dit une bonne journée en te levant, faudrait que j'aille monter une montagne, à peu près ça. Il y avait rien qui t'avait inspiré à faire ça avant, que tu avais vu ou non, même avant, je trouvais un peu que le monde qui faisait ça, il était un peu fou de juste aller en montagne, monter une montagne, puis de faire comme wow, prendre des photos, redescendre. Fait que non, ça m'intéressait pas en tout. Jusqu'à temps que justement, je commence un peu avec la vallée Bras-du-Nord, puis qu'après ça, j'aille à l'Acropole. Là, c'est là que la piqûre a commencé. Tu voyais les gens grimper, tu disais, bon sang, qu'est-ce qu'ils font là? Il y a pas de but à monter, puis c'est à peu près ça. À aller se promener. Et là, avec le temps, tu as influencé des gens autour de toi, des amis, parce que tu me disais hors micro que tu randonnais avec des chums maintenant. Donc, ça a eu un effet d'entraînement là, autour de toi. Oh oui, j'ai commencé solo. Au début, les 2 premières années, j'ai commencé solo. J'ai fait pas mal toutes les randos que j'avais à faire dans Charlevoix, dans la région de Québec solo. Puis après ça, j'ai commencé, avec les réseaux sociaux, j'ai commencé à connaître du monde. Puis j'ai commencé à inviter du monde à aller en rando une fois de temps en temps les fins de semaine. Puis c'est vraiment là. Puis depuis ce temps-là, c'est rare que je fais là. Une rando solo, là, je suis tout le temps avec du monde, j'invite du monde, puis je fais partager, là, même certaines personnes qui commencent, qui ont jamais fait des montagnes dans Charlevoix, je les emmène, fait que ça leur donne une certaine sécurité. Ben oui, une certaine confiance, parce qu'ils sont accompagnés d'un gars qui a eu de l'expérience, qui leur dit, partez pas juste avec une petite bouteille d'eau puis des souliers de course, ça prend un peu plus. Écoute, il faut commencer partout. J'ai une histoire un peu similaire à la tienne, un peu sur le mont Albert, qui d'ailleurs a failli mal tourner. Mais ça, c'est une autre affaire. Vous allez pouvoir la lire dans mon livre, plug. et là, aujourd'hui, on a sélectionné 4 randonnées que tu as effectuées, qui sont des coups de cœur pour toi, que tu vas nous raconter aujourd'hui. Je pense que si tu es un randonneur comme ça, qui adore ça comme moi, chaque randonnée nous apporte quelque chose. On pourrait des fois difficilement en sélectionner un top 3 par exemple, parce que moi j'ai des coups de cœur régulièrement là, puis on me pose souvent la question, entre autres en conférence, mais celles-là t'ont marqué quand même d'une certaine façon. Mont-Morios, ouais. À peu près tout le monde qui s'intéresse à la rando a déjà effectué cette randonnée-là, ou en tout cas en a entendu parler, a vu des photos, parce que c'est une superbe boucle. Et d'ailleurs, tu pourras m'en parler, mais c'est un endroit où, est-ce que je le dis au passé, où on couchait au sommet? Ouais. Parce que maintenant, il y a eu un changement de ce côté-là, et tant mieux, on en parlera. Mais raconte-moi un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, dans un ordre, disons, chronologique, comment tu as vécu cette randonnée-là, qui est une boucle de 10,3 km, faut le dire, 900 mètres d'altitude, dans Charlevoix. Donc, écoute, un des plus beaux endroits dans la province. Oui, dans le fond, ça a été ma deuxième montagne que j'ai commencé en 2019, après l'Acropole. Puis même encore aujourd'hui, après l'avoir faite une vingtaine de fois, c'est ma montagne coup de cœur dans Charlevoix. Dans le fond, pourquoi que ça a été une montagne, ça a toujours été une montagne coup de cœur, c'est que ça donne un bon défi avec le sentier de l'expert. Le sentier, tu commences quand même dans un sentier de 4 roues, là. Ça mène jusqu'au début du sentier c'est ça, c'est de le la sentier montagne. d'approche, Ouais, en fait. c'est ça. C'est le sentier d'approche de la montagne. Ensuite, tu commences à monter mollo jusqu'à l'intersection de l'expert.
pour ensuite commencer à monter l'expert. Comme un ami dit tout le temps, si tu montes pas par l'expert, t'as pas monté les Morios. Ouais, il n'y a pas tard, hein? Ouais. Dans le fond, c'est ça. C'est un sentier qui est quand même très difficile parce que ça monte à pic, des roches, des racines, de la boue souvent, pas mal tout l'été. Il y a des cordes pour nous aider durant le trajet à monter pour vu que les roches sont mouillées, les surfaces de roches sont mouillées pour pas tomber. Fait que ça, c'est comme une des grosses parties de la montagne pour ensuite là arriver au sommet. Au sommet, c'est un des plus gros sommets, je trouve, justement, du secteur de Charlevoix. C'est quand même si on peut appeler ça trois sommets en un. Là, tu descends un premier vallon pour arriver au deuxième sommet. Puis ainsi de suite, un autre vallon pour arriver au troisième. Ouais. Puis le troisième, c'est là que souvent, il y a le petit pont que personne trouve parce que personne ne se rend jusqu'au bout. Ouais. Avant, c'était un peu plus le cas parce que là, la traversée de Charlevoix, on refait là, les indications sur le sommet, fait que c'est un peu plus facile de se retrouver. Mais maintenant, c'est ça. On se retrouve puis on s'améliore parce que ça a été déficient pendant plusieurs années la signalisation, même sur la traversée de Charlevoix. Le fameux petit pont de bois que tu parles, qu'on voit quand même pour les randonneurs peut-être plus aguerris là sur les Instagram, on voit ça régulièrement. C'est un classique. Tu parlais des surfaces de roches glissantes. Souvent les cordes comme ça dans les sentiers, on a tendance à s'en servir davantage l'hiver avec la glace ou quand on est en raquette sur ces surfaces-là, raquette de montagne évidemment. Mais tu l'as dit. Vraiment, là, les cordes sont utiles même l'été, surtout quand la surface est humide, parce que c'est quand même des capes de roches lisses, là. Oui, c'est ça. Donc, ça aide pas mal. Oui, c'est ça. Ce matin, ce matin, j'arrivais de là, j'étais allé faire les Morios, puis c'était l'eau coulait encore abondamment de la montagne. Fait que j'avais pas le choix d'avoir les cordes parce que pour pas glisser et tomber. Ouais. Puis vu que ça monte à pic, t'as pas trop le choix. T'es en train de me dire que t'as fait les Morios avant de déjeuner ce matin? Ouais. C'est bon, on aime ça. C'est pour ça que t'es ici. Je savais, j'avais pas tort de t'inviter. Donc, les Monts Morios, on parlait de la surface. On disait au passé où on pouvait camper parce que ça a été excessivement populaire depuis longtemps quand même de passer la nuit au sommet avec sa tente, évidemment. Peu de pollution lumineuse, un ciel incroyablement étoilé par beau temps. Mais là, on vient de l'interdire parce qu'avec la COVID, entre autres, il y a eu un surplus de gens qui s'y sont prêtés à cet exercice-là de camping. Et on a abîmé les surfaces, la flore qui était là, des lichens qui prennent plusieurs années à se régénérer. Comment t'as pris ça, toi, personnellement, quand t'as vu le changement de réglementation? C'est sûr qu'au début, j'ai été déçu. Là. C'était mon monde où j'allais dormir. Puis, tu sais... Malgré tout, les habitués, on faisait attention. On utilisait tout le temps les mêmes emplacements qu'on utilisait, là, qui étaient déjà usés là, par les années là, que le monde allait camper là. Sauf que c'est ça. J'ai été déçu au début, mais c'est comprenable parce qu'à un moment donné, le monde, durant la pandémie, se sont mis à s'installer un peu partout, n'importe où. Quand il n'y avait plus de place, le monde s'installait dans le lichen, sur les surfaces non rocheuses. Et puis là, on s'est ramassé avec des énormes spots où il n'y avait plus rien, plus de végétation. Ouais. Tout ça pour peut-être juste un petit peu plus de confort, alors que c'est pas comme ça qu'on devrait l'envisager. Hein. C'est une question d'éthique aussi comme randonneur par rapport à notre environnement. Donc, on a fermé ça complètement. Puis tu me parlais aussi tantôt de feu, hein. On en a vu beaucoup sur les sommets aussi. Moi, j'ai remarqué ça. Là, ça a été une plaie là, dans les 2 dernières années. T'en as rencontré aussi là-bas? Ouais. J'en ai rencontré, puis j'en rencontre encore. Comme je disais ce matin, j'ai été faire les Morios, puis il y avait encore des spots à feu récents qui ont été faits. Malgré les pluies, c'est pas une bonne idée. Quand on connaît un peu comment que se propage un feu de forêt, on comprend que si on fait un feu, même si on l'a éteint, le lendemain, le feu est peut-être encore pris sous la couche de mousse. Donc, ça peut être dangereux pour que le feu reprenne sur la montagne puis ravage des hectares de forêt. Non, exactement. On n'a plus besoin de ça, de se faire des feux. On le faisait avant un peu pour la bouffe, hein, entre autres, mais maintenant avec les réchauds, là, c'est vraiment quelque chose à
changer dans nos habitudes. Bon feu à la maison, au chalet, avec des amis, avec une bonne bière, une bonne nano IPA. ça va, mais sur les montagnes, on oublie ça. Puis écoutez, si vous rencontrez des vestiges de feu, j'ai dit souvent, je l'ai dit aussi dans mes émissions, vous prenez ce qui en reste et vous le dispersez dans le bois. Évidemment, vous vous assurez que c'est complètement éteint, mais on le disperse parce que de voir ces vestiges-là, pour certains randonneurs, ça leur donne le goût, l'idée d'en refaire au même endroit. Donc, on essaie de disperser les cendres et les charbons, là, ce qui en reste. Donc, pour toi, une belle expérience puisque tu l'as fait à de multiples reprises, le Mont-Moriès dans Charlevoix. Oui, ça reste une belle expérience. Puis maintenant, on se trouve des alternatives pour dormir en montagne, mais on respecte la réglementation mise sur place. Puis absolument. On fait notre devoir de bons randonneurs. Et là, on s'en va du côté des cantons de l'Est, Mont Gosford, qui est aux limites ou presque de la région centre du Québec également, près des lignes américaines. 1193 mètres, 19 kilomètres, une boucle toujours, donc une bonne boucle. Ceux qui vous invitent pour une courte randonnée puis qui vous amènent au Mont Gosford, préparez-vous quand même, 19 kilomètres. On revient dormir à la maison, ça reste une courte randonnée, mais quand même, il faut avoir un peu d'expérience et être en forme. Oui, vraiment. J'ai été surpris quand j'ai fait cette montagne-là pour la première fois. Au début, on m'avait conseillé pour une première fois de commencer par le sentier balisé bleu, qui est beaucoup plus court. Mais vu que j'aime les défis, j'ai pris le rouge. Puis c'est ça. Ça commence mollo avec un bon plat, jusque dans un bon sentier d'approche là d'un bon 5 km là, sur du plat. Et puis quand on se rend à la montagne, ça monte du début à la fin, quand même avec une bonne pente escarpée. Un bon petit sentier large, mais c'est agréable, puis en pleine nature. Fait que, on a ensuite rendu sur le top, la vue 360 qu'on peut avoir, c'est juste wow, avec les montagnes justement aux États-Unis qu'on voit au loin. Ça a été un de mes coups de cœur, ça, dans ce coin-là, Oui, c'est assez particulier. Je dirais que c'est un peu, c'est pas tout à fait le cas, là, mais la continuité des Montérégiennes, c'est-à-dire que c'est des montagnes au milieu de la plaine, on dirait, qui pop en plein milieu, qui sortent de nulle part, un peu comme le massif du Mont Mégantic, le Mont Ham, Gosford. C'est vraiment une montagne, boum. C'est pour ça que souvent, il y a des longues marches d'approche sur terrain plat, puis à un moment donné, là, on arrive vraiment sur la montagne et ça grimpe. Ouais, c'est en plein ça, puis... c'est quand ça grimpe là, c'est un autre 5 km de grimpe pour revenir. On a le choix de revenir par le sentier rouge ou bleu, mais c'est préférable le bleu, là, sinon on se rallonge encore. Mais c'est un bon 20 km, pratiquement un 20 km là, de randonnée. Là, il faut être prêt, avoir des bonnes jambes puis être en forme parce que... Absolument. Pour ceux qui débutent un peu la rando, attendez au mois de septembre, il va faire plus frais, vous allez déjà avoir plus de jambes. Fait que c'est peut-être un défi à vous mettre sur votre bucket list puis à effectuer bientôt cette année. J'aimerais te demander, ça m'amène à une autre question. Comment tu te prépares, comment tu randonnes c'est-à-dire, évidemment, sac à dos, mais est-ce que tu as des bouteilles d'eau? Tu es un gars, toi, qui va préférer avoir, par exemple, le tube? Quel est un peu ton matériel de prédilection pour la randonnée? Je dirais qu'au début, j'y allais pas mal. J'y allais comme je le sentais, vu que j'avais jamais fait les randos. Maintenant, je suis beaucoup plus préparé que je l'étais avant. Je traîne tout le temps mon 2 litres de sac d'eau dans mon sac à dos, puis je m'emmène tout le temps un 1.5 de côté au cas où que je viendrais qu'à avoir bien soif puis d'en manquer. Sinon, j'emmène tout ce qui est collation en protéines, des bars, même des pommes. Je m'emmène des choses à manger. Un peu plus souvent aussi, je m'emmène mes trousses de premiers soins dans mon sac à dos. Aussi avec une couverture au cas où qu'il m'arriverait quelque chose en montagne, on sait jamais. Très bon point. Une blessure, on sait jamais quand est-ce que ça arrive. Fait que si je dois rester un peu dans la noirceur en attendant les secours, au moins j'ai de quoi pour
pour pas geler puis pas avoir fun. L'été, c'est un peu plus rare, mais en hiver... Ouais, mais c'est ça. Puis des fois, blessé, tu peux avoir froid la nuit, là. Puis les gens meurent en forêt, pas de faim, ils meurent pas de soif, ils meurent de froid. Ouais. Puis éventuellement, ben, il peut y avoir de la pluie, la température peut glisser, le vent va faire que tu vas avoir un facteur de refroidissement. Donc, non, absolument, tu as tout à fait raison de le prévoir puis de l'insérer dans ton sac à dos. Qu'est-ce que tu portes dans les pieds? Est-ce que tu es plus du type au niveau chaussures, dans le soulier, dans la botte, la moyenne botte? En été, je suis plus soulier. Mais même là encore, je commence à penser plus bottes un peu plus, à cause que justement, quand on a des étés pluvieux, c'est le fun d'avoir une plus haute botte que juste un petit soulier qu'on pile dans l'eau puis qu'on vient tout de suite les pieds trempés. Ouais, surtout en ce moment, là, il y a de l'eau pas mal. Puis sinon, l'hiver, c'est tout le temps des bottes hautes qui arrivent à peu près au... mi-mollet. Mi-mollet à peu près, là, ouais. Est-ce que tu es un gars de bâton ou pas du tout? Pas du tout. Non? J'ai déjà essayé, puis on dirait que c'est trop encombrant. J'aime vraiment pas ça. J'y vais sans bâton. Ouais, puis surtout quand on fait des randos en plus d'une journée, puis qu'on n'a pas trop de poids dans le dos, ça fait pas une très, très grande différence. Écoute, mon cher, on va passer au bloc 2 de mon côté, présentation de notre parc régional du mois, qui est le parc du lac 31 000 que vous verrez dans le premier épisode d'Alexis le randonneur le 2 juillet prochain. Tellement un beau parc, j'en arrive là justement, et vraiment c'est un endroit, je dirais pas magique là, mais où j'ai découvert une eau limpide et parfois d'une couleur émeraude avec la végétation autour. C'est assez extraordinaire, vraiment une qualité d'eau exceptionnelle. C'est à Sainte-Thérèse de la Gatineau, c'est environ 16 km de sentier, donc c'est pas énorme. Mais c'est géré ça et développé par le Perrot là-bas, qui est le pôle d'excellence en récréo-tourisme de l'Outaouais. Mais c'est vraiment de beaux petits sentiers, surtout si vous êtes en famille, que vous voulez aller là-bas pique-niquer. Donc, beaucoup de belles découvertes à faire, entre autres celui de la Chute Rouge, qui propose beaucoup pour les yeux avec des sculptures, mais vraiment naturelles. La chute, évidemment, comme je disais, qui est de couleur émeraude même, qui brasse pas mal. L'idéal, c'est vraiment de combiner votre rando en louant un refuge ou un espace de camping. Vous pouvez même réserver votre île là-bas pour le camping. Donc, c'est génial. Vous pouvez faire du canot sur le lac. Ça vaut la peine. C'est vraiment bon. On peut pêcher aussi, faire plusieurs autres activités, tout ce que vous pouvez imaginer d'aquatique. Le village qu'on appelle Majopial sur place offre la possibilité aussi de louer des chalets et propose un restaurant, ma foi, d'une cuisine sans pareil. Là, je l'ai testé et d'une cave à vin spectaculaire. Demande à la visiter là, quand tu vas y aller. Dis-lui que c'est Alexis le randonneur qui t'envoie. Je te dis, ça vaut vraiment la peine. On parle d'une tarification de 10 $ par jour, par véhicule. Donc, c'est pas énorme. Et il y a d'autres tarifs là, pour la mise à l'eau de bateau, tout ça. On peut retrouver toute l'info à cpr31m.ca, donc pour Corporation du Parc régional 31 000. cpr31m.ca. Et en te rendant dans le secteur, ben tu fais un petit mini détour pour trouver la micro de la place et je te parle cette fois de la brasserie du Bas-Canada qui a dorénavant 2 adresses à Gatineau. Elle brasse vraiment tous les styles et en propose vraiment d'excellentes. Quand tu passes au taproom, je te conseille évidemment de prendre une série en dégustation pour te faire une tête. J'apprécie beaucoup le design de leurs canettes. Toujours recherché, travaillé en collaboration avec plusieurs artistes qu'on présente sur son site web. Va voir ça. C'est comme une galerie d'art, rien de moins, vraiment. C'est vraiment génial. Ce qui m'amène à demander à mon ami Alex, pendant que je vous parle, d'ouvrir une petite bière de microbrasserie pour qu'on puisse se rincer un peu le gosier. Et devinez quelle bière on ouvre ce soir. C'est une après-rando, la Nano IPA. Alors, et non l'après-balado. L'après-rando. Alors, on va se faire ça. Et justement, de l'autre côté de la pub, je te parle de ma bière, l'après-rando, avec Gabriel Perron, brasseur à la microbrasserie Farnham, Ale & Lager. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles Henry. Fièrement brassée dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec.
Segment collet de notre balado du mois de juillet. Je suis bien heureux de faire ce segment-là, particulièrement aujourd'hui, parce que je vous en avais parlé le mois dernier. C'est ma bière, l'après-rando, une Nano IPA qui prend d'assaut les tablettes. Et pour en parler, je reçois mon ami Gabriel Perron, qui est brasseur à la microbrasserie Farnham. Salut, mon vieux! Salut, ça va? Ben oui, ça va très bien toi-même. Yes, sir. Écoute, on est arrivé au grand jour. La bière va prendre les tablettes incessamment. Là. En fait, c'est fait. Et puis, on va en reparler un petit peu plus en détail. Mais d'abord, j'aimerais ça, comme je le fais à l'habituel, que tu me présentes un petit peu la microbrasserie Farnham. Oui, ben dans le fond, c'est Farnham Ale and Lager. On est situé à Farnham, tout près de la fromagerie des Cantons. Et puis, dans le fond, ça fait 9 ans qu'on brasse ici. Et puis, en gros, on a une belle série originale là, de bières avec des styles des styles réguliers, là, dans le fond, comme une Hefeweizen, on a une Bitter, la 35, on a une West Coast, ainsi de suite. Et puis, on a aussi une belle gamme aussi qu'on est en train de développer là, avec... on fait plusieurs exclusivités avec Petite Frette, donc on se permet d'expérimenter un peu plus de ce côté-là. Là. Donc, on a vraiment une grande sélection de bières variées. Puis, on est pas mal présent partout là, sur les tablettes. On peut souvent les reconnaître parce que la plupart de nos bières ont un chiffre comme nom. Exact, c'est le nombre des BU, hein, c'est ça? C'est l'indice. Oui, c'est ça, c'est le nombre des BU, l'indice des BU, oui, exactement. Donc, sont facilement reconnaissables sur les tablettes. Puis, c'est ça, on continue à développer des beaux produits, puis c'est pas mal ça. Ouais. Puis, ça fait longtemps, Farnham, quand même, là, vous étiez une des premières micros au Québec, si je me trompe. Oui, ça fait 9 ans, donc ça fait un bon bout là qu'on roule notre boss, là. Puis, c'est ça, on était... peut-être pas dans les premières, là, mais dans la première vague, là, mettons. Là. Exactement. C'est ça. Ouais. Et donc, une des majeures quand même maintenant en termes de présence au Québec. Tu parlais de Petite Frette tantôt. Vous avez quand même cette historique-là depuis quelques années de faire des collaborations. Et là, ça s'est concrétisé avec Alexis le Randonneur. En fait, le show TV. Mais évidemment, ça me regarde un peu personnellement. Et quand on en a jasé au tout début, Gabriel, on s'était dit, tu sais, pourquoi pas aller vers peut-être un autre type de bière pour cette fois-ci s'adresser un petit peu plus davantage aux sportifs, aux randonneurs entre autres. Et moi, j'avais commencé à goûter plusieurs Nano IPA. Desquels je suis devenu amateur et j'ai eu le goût de développer ça. Et quand on s'en est jasé, donc, c'était pas quelque chose de OK, facile, on y va, parce qu'on voulait quand même chercher et faire quelque chose de particulier. Mais vous avez t'as embarqué perso là-dedans, à fond. Oui, exactement. Dans le fond, on venait juste d'essayer d'essayer. On avait fait une première nano pas très longtemps avant, là, parce qu'on était bien open à s'embarquer là-dedans. Là, ouais. Exact. Et puis là, on en a jasé. Hein. Moi, ce que je cherchais, c'était vraiment une finale sèche, un petit peu plus brute, là, disons-le comme ça, mais avec une petite pointe d'agrumes, quelque chose vraiment de désaltérant. Puis ce qui est intéressant de la Nano, c'est que comme on est dans une bière légère, on a aussi, évidemment, ça le dit, une bière légère égale moins d'alcool, mais aussi éventuellement moins de calories. Et là, on est arrivé à un produit, ma foi, fantastique. Je le sais parce que je l'ai fait goûter à bien du monde autour de moi. Là. Tout le monde tripe sur le produit. Un 2,9% d'alcool, 95 calories en plus. Donc, pour les sportifs qui doivent surveiller leur ligne, c'est fantastique. Vraiment une bière désaltérante qui va bien se boire là après une activité physique comme une rando, une ride de kayak, une sortie à vélo, par exemple. Ouais, ou peut-être même une journée sur la terrasse. Absolument. Ouais.
C'est ça, parce que tu sais, on peut la combiner. J'entends souvent, par exemple, c'est le genre de bière que je pourrais boire après une grosse nano forte en alcool. Je dirais peut-être pas, parce que c'est le genre de bière que tu devrais boire avant, mais souvent c'est parce qu'on a dans l'esprit qu'on veut réduire l'alcool dans le temps puis passer à autre chose. Mais donc, comme tu le dis, c'est un excellent produit pour la terrasse, justement, au soleil. On va en boire quelques-unes dans l'après-midi comme ça. Oh oui, parfaitement. Ça, c'est sûr. Et donc, raconte-moi donc un petit peu ton processus de création. T'es parti comment avec ça? Ouais, ben comme tu as dit, on s'était déjà parlé avant. Tu avais déjà une bonne idée là, de ce que tu voulais. Fait que ça a été assez simple pour moi. Fait qu'on a été sur une base simple avec du Pilsner, un petit peu. Dans le fond, on voulait amener un petit peu un petit voile aussi dans la bière. Là. Oui. Donc, on a mis un petit peu d'avoine, des flocons d'avoine, du malt de blé. C'est ça qui compose, tu sais, c'est un malt bill assez simple là, quand même. Par la suite, dans le fond, on voulait quelque chose d'assez sec, donc on a utilisé l'amyloglucosidase, l'enzyme AMG. Dans le fond, cette enzyme-là, ça va détruire les chaînes de sucre qui sont pas fermentescibles par la levure. OK. Puis, ce qui va donner que tous les sucres qui restent dans le mou vont être fermentés. Donc, de là, pourquoi c'est assez sec aussi, puis le taux de calories est plus bas. Il ne reste plus de sucre pendant tout. Tout a été fermenté par la levure. Donc, ça, c'est la particularité de cette bière-là. Et puis, sinon, du côté de houblon, tu avais une bonne idée aussi des houblons que tu voulais qu'on utilise. Dans le fond, on avait fait un premier test, puis on avait décidé de rajouter un petit peu plus d'amertume, puis un peu plus de houblon au dry-up aussi pour amener un peu plus d'arôme. Oui. Donc, la version finale, ça a donné... Dans le fond, on a mis un peu de Centennial au début de l'ébullition pour donner un peu plus d'amertume. Et puis, par la fin, là, on a fait un gros ajout avec du Alerto blanc et du mosaïque. Deux sortes de houblons qui se complémentent quand même assez bien. Ça amène des notes de citron, un peu résineux, un peu vin blanc. Et puis, par la suite, là, rendu au dry-up, on a fait un gros dry-up, environ 8 grammes par litre dans la cuve. Puis, encore une fois, Alerto blanc, mosaïque. Puis là, dans celui-là, on a rajouté du sultana, qui est un autre houblon qui va amener beaucoup d'arômes de citron résineux là aussi. Oui. Parce que c'est ce qui avait ressorti pas mal de notre conversation, là, que tu voulais quelque chose d'un petit peu citronné aussi. Oui, exactement. Puis écoute, je peux pas passer sous silence notre brasseur maison ici au podcast, Sylvain Manceau, qui a quand même collaboré beaucoup là-dedans, puis que justement, il vous a donné les grandes lignes de départ pour en arriver là. Mais franchement, vous avez fait quelque chose de super. On est vraiment, tout le monde, bien content de la bière au final. Avec quoi tu l'accompagnerais? Je sais pas si tu as poussé ta réflexion là ou si tu as fait des tests, parce que oui, il y a un petit côté léger, citronné, même, tu sais, vin blanc. Je pense que ça pourrait, honnêtement, accompagner super bien des fromages, même des poissons, des trucs comme ça, non? Oui, c'est exactement ça. Pour être bien honnête, j'ai pas poussé l'expérimentation jusque-là pour voir. Mais oui, je te dirais un petit plateau de fromage là sur la terrasse en après-midi au soleil. Je pense que ça pourrait très bien le faire. Ouais. Ah, c'est vraiment léger, ça se boit bien, c'est désaltérant. Vous allez l'aimer. En tout cas, nous, on est vraiment très contents de l'avoir, cette bière-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres, qui sait. Peut-être qu'on arrivera un jour avec une autre bière Alexis le Randonneur. Mais pour l'instant, vous allez la trouver, entre autres, dans les magasins La Petite Frette, mais aussi toutes les épiceries et les magasins spécialisés en province. Donc, l'après-rando nano IPA, encore une fois, 95 calories. Ça se prend vraiment bien, vous allez l'aimer. Allez l'essayer, puis vous allez voir, il y a le hashtag, le mot-clic sur la canette après le sommet, le collet. Donc, identifiez-nous, on veut voir ça, avec quoi vous la mangez, c'est avec quoi vous la buvez, et avec qui vous la buvez aussi, et dans quelles circonstances. Ça serait bien belle fun de voir ça, puis de vous partager. Toi, actuellement, tu travailles sur quoi? C'est quoi tes projets là pour l'été en termes de brassage? Pour l'été en entier, je pourrais pas te dire, mais on a un très beau projet qui va sortir
très prochainement, la semaine prochaine. Dans le fond, c'est un projet avec une collaboration avec 4 autres micros, c'est-à-dire l'Ironie du 13, on a la microbrasserie Cardinal, on a aussi Ectoplasme Artisan Brasseur et finalement Canton Brasse. Et puis, dans le fond, on sort un 4-pack collaboratif. Tous les gars sont venus brasser ici. Et puis, dans toutes les petites frettes, la semaine prochaine, il va y avoir un 4-pack collaboratif avec une bière de chaque dans ce 4-pack-là, ce qui est vraiment très intéressant. C'est des microbrasseries aussi qui vont avoir accès à notre réseau de distribution. Puis vous allez pouvoir retrouver ça dans toutes les bonnes petites frettes dans votre coin. Hey, ça, c'est vraiment génial. Des collabos comme celle-là. Je trouve que le monde de la microbrasserie est bien le fun pour ça. Toutes ces collaborations-là qui naissent, cette ouverture-là aussi d'esprit. Faut pas se voir comme des froids concurrents. Il faut se voir puis travailler ensemble puis faire avancer les produits, puis faire avancer les produits de microbrasserie au Québec et auprès des amateurs aussi de houblon. Merci beaucoup, Gabriel. Écoute, je te souhaite un bel été et puis continue de nous épater avec tes produits chez Farnham. Yes, sir. Ben, merci beaucoup puis passe un bel été toi aussi. Salut, à bientôt. De retour donc avec mon invité Alex Borgia, 29 ans, randonneur depuis 4 ans. C'est mon invité du jour et donc on fait le tour un peu, Alex, de tes randos, de tes coups de cœur. Je vais, si tu permets, on va se faire un petit cheers. Merci d'être venu sur le balado Sommet et Collet. Merci pour l'invitation. Bon sang qu'elle est bonne, sa bière. Et là, tu nous amènes cette fois-ci du côté de la Gaspésie, les Vallières en Gaspésie. Donc, 7 sommets de 840 à 940 mètres. On parle d'un 11,7 km linéaire, donc un aller-retour. Fait intéressant ici, Alex, c'est quelque chose que tu as réalisé en hiver. Oui, c'était ma première fois en Gaspésie. Je suis allé cet hiver pour en profiter et on est tombé dans la pire semaine qui était les moins 40 qu'on a eu cet hiver. Dans le fond, c'est ça. Ça a été ma dernière rando de la semaine. On était pas très chanceux pour toutes les randos qu'on avait faites avant. C'était nuageux, de la neige qui avait tombé pas mal, tandis que elle, c'était le gros ciel bleu, le soleil. Donc on en a profité pour les photos. Ouais. On a monté. C'est une montagne qui est surprenante. C'est 7 sommets. Fait que aller-retour, c'est quasiment 14. Est-ce que les 7 sommets ont leur propre nom? Parce que moi, c'est une track, celle-là, que j'ai jamais réalisée. C'est une bonne question. On appelle ça les Vallières, mais ouais. On ne sait pas si chaque pic, je sais pas si chaque pic. Sûrement pas. Je sais que, en tout cas, j'en ai pas entendu parler pour le moment. Là. Il n'y a pas énormément de dénivelé entre chacun des pics? Quand même, oui. OK. Oh, oui, quand même. Ça monte... Le premier sommet quand on descend pour aller vers le deuxième, le dénivelé est pas si pire, c'est normal. Par exemple, ça commence à se gâter de plus en plus à partir du deuxième. Des bons dénivelés, okay. Tu te lèves la tête. Il y en a encore. Ouais, t'as le corps qui a de la misère là. Okay. Une bonne descente, une bonne montée à chaque fois. Faire ça 7 fois à la fin de la rando, tu viens avec les jambes molles. Là. Ah, c'est sûr. Écoute, en hiver en plus, là, t'étais en raquette, quoi? Non, même pas. C'était assez tapé. Okay. Cette journée-là, ouais, c'était assez tapé pour pas utiliser les raquettes. On a été chanceux. C'était aussi la seule journée qu'on n'a pas eu besoin des raquettes. Crampons, non? Ouais, crampons okay, obligatoire. Oh, oui, hein? Parce que ça monte assez à pic. Puis quand on descend, sans crampons, je l'ai essayé vers la fin. Puis je pouvais me laisser glisser là, avec les pieds là, facilement là, pour descendre. Ouais. OK, ouais, ça c'est cool. Là, un petit break. Ça ressemble à quoi le paysage en hiver sur les Vallières? Comment t'as vécu ça? C'est sûr que moi, je trouve que les paysages d'hiver sont toujours plus beaux que ceux d'été. Des petites boules vertes au Québec, on en a pas mal, comme je peux les appeler là. Tandis qu'en hiver, on dirait que ça fait un peu plus, mettons, ouest canadien avec des pics. La neige, ça vient changer le contraste. Puis ça donne un petit challenge de plus aussi là.
contrairement à l'été, là, au niveau de l'exercice. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis un gars d'hiver aussi. Je cours les glaciers dès que je peux ou ces tops-là enneigés. C'est pour ça que j'adore aussi l'hiver, les White Mountains ou d'autres types de pics là, du côté sud de la frontière. Est-ce que c'est des sommets, justement, ça, qui sont dégagés un peu de style alpin ou t'es vraiment dans les arbres, même au sommet? Non. Dans le fond, t'es dans les arbres pour le premier sommet. Quand tu arrives au stationnement, c'est vraiment des arbres là, comme on voit un peu ici. Tandis que quand tu arrives au deuxième, tout le reste des valières, en fait, c'est des pics dégagés. Sûrement, je l'ai pas fait en été, fait que c'est sûrement, j'ai vu quelques photos, fait que c'est rocheux. Puis c'est ça, c'est des bons pics. Fait que t'es exposé au vent et aux éléments. Ouais, le vent, la neige, surtout au vent. Là. Mais cette journée-là, on avait été chanceux, aucun vent. C'est aussi la seule journée qu'on a eue qui était comme ça. Qui était comme ça. Écoute, c'est cet environnement-là alpin. On dit alpin parce que bon, ça provient des Alpes. Là, l'environnement alpin, c'est dans le fond ce qui se pointe après les arbres. Donc il y a plus de végétation, presque plus là, plus d'arbres en tout cas. Mais souvent pour les randonneurs qui expérimentent ça, c'est souvent le déclic pour aller plus loin, plus haut, faire plus de rando, probablement un peu ce que tu avais vécu sur ta première montagne, un peu ce type de feeling-là. Oui, en effet, tu te crois pas à être au Québec quand tu fais les Valières. Et pour vrai, c'est une expérience à faire. N'importe quel randonneur se doit d'aller là, ouais. Puis l'essayer au moins une fois. Les sentiers sont, même en hiver, puis j'ai vu quelques photos d'été, sont étroits. C'est pas des super grands sentiers. Puis souvent, quand tu regardes à gauche et à droite, c'est le vide. Donc génial, c'est ça qu'on veut. Non, ça c'est vraiment vraiment super. C'est sûr que la Gaspésie, justement, je reviens à ce qu'on me disait tantôt, c'est-à-dire qu'on me pose la question souvent. C'est quoi tes plus belles randos? Ben, sans en nommer une particulièrement, la Gaspésie, c'est le gros coup de cœur, même si c'est bien le fun dans Charlevoix puis dans un paquet d'autres places au Québec. C'est sûr que la Gaspésie, ça a quelque chose de particulier. Les Chic-Chocs, le Parc national. On a de belles montagnes. Si on veut faire l'expérience alpin puis se préparer, par exemple, pour aller aux États-Unis ensuite ou ailleurs, c'est un bel endroit pour le faire. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Tout à fait. Là, on va passer. Ben, écoute, on reste en Gaspésie. Tu m'avais mis sur la liste les monts Richardson et Joseph Fortin, 1180 mètres, 11,7 km linéaires aller-retour. Donc, c'est à peu près le même trajet que l'autre. Évidemment, probablement avec un dénivelé bien différent. Là aussi, en hiver, pour toi, évidemment, t'aimes ça. Fait qu'on court, on court après la neige, la glace. Raconte-moi donc un petit peu ton expérience là-bas. Richardson, ça a été le pire mont que j'ai fait durant cette semaine-là. En fait... T'étais pas seul, il faut le rappeler. Non, c'est ça, j'étais pas seul. On était en lendemain de tempête, une grosse tempête, il avait tombé 30 cm. On était les seuls à commencer ce sentier-là. Personne n'avait passé avant nous. On était en raquette. Les chemins n'étaient pas tapés. Il fallait trouver les balises qui étaient cachées au travers des arbres enneigés. Parce que la neige était trop haute sur l'arbre ou parce que les arbres étaient couverts de neige? Ils étaient couverts de neige au complet, puis ça allait jusqu'à terre. Là. C'était comme les fantômes. Ouais. Dans le coin La neige avait vraiment collé sur l'écorce. Puis c'est ça. Fait qu'on a commencé on s'est décidé à y aller. Il faisait moins 45 cette journée-là. Des vents, un petit peu de neige qui tombait de temps en temps, mais rien d'alarmant. Fait qu'on a commencé la rando. Ça commence à pic quand même. Une bonne montée en serpentine jusqu'au sommet. Une fois arrivé au sommet, c'est là que ça commence. Tu te promènes sur tout le long du sommet, mais la seule chose que tu vois, c'est du blanc éclatant avec le soleil qui tape. Ça t'aveugle. Ouais. Aussi, t'as aucune trace. Fait que c'est nous autres qu'il fallait qu'ils trouvent en se fiant à peu près à de la façon que les arbres étaient pas placés, mais la vision qu'on avait du sentier. Puis souvent on trouvait les balises une fois là, qu'on les avait dépassées. Fait que ça c'était un peu un peu plate. Ouais. Mais la vue, par exemple, elle valait la peine. Rendu au bout du sentier, les vues, on avait une belle vue
ça a valu à peine. À un moment donné, on s'est fait une petite peur avec un gros nuage qui a commencé à approcher, un nuage gris de tempête. On pensait que ça allait nous traverser. Finalement, ça a passé à côté. On a été chanceux parce que... Ouais, là, tu veux te préparer peut-être à retourner. Des fois, tu n'as pas le choix parce qu'imagine-tu, il se met à neiger de nouveau, puis là, tu perds la trace, puis tu es dans le white-out. On n'aurait pas eu le choix de retourner, de virer de bord parce que sinon, on avait déjà de la misère à trouver les balises. S'il aurait fallu qu'il neige par-dessus en plus, avec le vent, la poudrerie, on voyait rien, on se serait sûrement perdu. Dans des cas comme ça, est-ce que tu as déjà utilisé un GPS, par exemple, ou des trucs du genre? Oui, on utilisait All Trail, même là, justement, sur ce sentier-là, on utilisait All Trail toute la journée. On prenait chacun notre cellulaire à tour de rôle pour économiser les batteries, parce qu'à moins 25, nos cellulaires, c'est pas long qu'il manque de batterie. Fait que c'est ça. On a commencé à utiliser All Trail. On s'est retrouvé un peu comme ça en suivant le sentier. On s'est perdu peut-être 2 fois où il a fallu qu'on en revire de bord en disant « Oh, on n'était pas dans le sentier ». Mais ouais, c'est bien pratique. Ouais. Et là, vous étiez 2. Ouais. Qu'est-ce que tu t'apportes en hiver? Tu parlais de bouffe tantôt. Est-ce que tu es de genre t'apporter quand même genre une Lio, quelque chose qui va être chaud que tu vas te faire, ou est-ce que tu pars avec du liquide chaud au départ? Est-ce que ta préparation est un peu différente de ce côté-là? Moi, j'y vais pas avec du chaud. Okay. J'y vais encore avec du froid. Ouais. Tu sais, mon eau, je la mets dans un bas de laine. Puis, tu sais, je donne du luxe. Là. Un bon bas de laine en laine de Merino. Puis, je suis correct comme ça pour toute la rando. L'eau, elle gèle pas. C'est bien rare que je m'emmène, justement, des breuvages chauds au top. Surtout quand j'en ai pas l'occasion. Mais c'est ça. C'est au froid. La bouffe, par exemple, la nourriture, je la double au cas où. Puis je continue à emmener tout ce qu'il faut là, au cas où qu'il nous arrive quelque chose. Je suis content de t'entendre dire que tu planifies bien. Justement, dans ta planification, est-ce que pour les sentiers, tout ça, tu fais de la recherche? Est-ce que tu demandes de l'info à des gens? Comment tu te prépares? Bien souvent, je vais voir soit sur les sites comme All Trail ou je m'informe. Mais là, j'ai été chanceux, j'étais avec du monde qui l'avait déjà fait minimum une fois en été. En hiver, c'est sûr que c'est un peu plus différent. Ouais. Sauf que c'est ça. Je m'informe. Puis aussi, je vais sur les sites, justement, soit de la CEPAC, je lis un peu sur les sentiers. Puis après ça, ben j'y vais. Si vous voulez sauver du temps puis vous voulez aller au Mont Richardson, ben communiquez avec Alex Borgia. Son numéro est là. Non, c'est pas vrai. T'as des projets de rando. Écoute, il nous reste quelques minutes. Projet de rando à venir, toi, cet été ou cet automne? Ouais. Dans le fond, j'avais prévu aller aux États-Unis, faire les Adirondacks, White Mountain, le mont Washington. Mais malheureusement, un peu comme tout le monde, j'ai été pris au dépourvu pour les passeports. Ah ouais? Donc cet été, ça devrait attendre là, pour ces monts-là. Par contre, je devrais l'avoir pour je l'appelle mon gros projet, mais c'est mon premier vrai trek que je vais faire, qui va être dans les Alpes françaises pour faire le TMB. Okay, donc le Tour du Mont-Blanc. Ouais. Et là, tu vas là, est-ce que c'est guidé? Non, j'y vais solo. Avec carte. J'ai la carte du sentier. Il y a aussi des applications que je peux prendre. Puis c'est ça. J'ai écouté beaucoup de vidéos YouTube des Français ou autres qui les avaient fait en avance et qui expliquent très bien là, qu'est-ce que ça prend, la préparation que ça prend pour faire le Tour du Mont-Blanc. Ouais, c'est fascinant. J'ai fait la même chose quand j'ai fait le Djebel Toubkal au Maroc. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube de gens qui l'avaient fait. Puis, écoute, je suis arrivé là-bas puis j'étais comme pas en terrain inconnu. J'avais vraiment des images qui me revenaient de bout de sentier. Alors, c'est fascinant aujourd'hui avec la technologie. On n'a pas de raison de pas se préparer puis de manquer notre coup là, si on prend vraiment bien le temps pour le faire. Écoute, mon cher, on peut te suivre comment? Je sais que tu es actif sur Instagram. Oui. Alex, c'est Alex Borgia sur Instagram. Sur Instagram. Alors, je pense que si vous tapez Alex Borgia avec une barre en bas quelque part, vous allez tomber sur son compte Instagram, absolument. Merci, Alex Borgia, d'être déplacé puis venu nous raconter ton histoire d'amour. Ben, ça fait plaisir.
Et merci encore aussi à Gabriel Perron de nous avoir fait découvrir davantage Farnham. Merci aux commanditaires à Brasserie Deux Frères et à Québec Aventure Plein Air, sans qui ce balado serait carrément impossible. Merci également à toi, toujours à l'écoute, mois après mois. Je te dis merci et surtout, top rando! Sommet et Collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui sauront plaire à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.